Dans ce chapitre, mes parents ont convaincu ma fiancée d'épouser mon frère aîné. Ils disaient qu'il avait réussi et un bel avenir. Le cœur brisé, j'ai disparu pour bâtir mon empire. Des années plus tard, lors d'un gala de charité que j'organisais, ils ont vu ma femme et ont failli s'effondrer. Chapitre 1, la réunion de famille qui m'a brisé. Je me souviens encore de l'odeur du café sur la table, amer, brûlé, intact, et du poids de ce soleil matinal du dimanche qui inondait la maison de mes parents comme pour mettre en lumière la trahison. Nous étions tous là, moi, ma fiancée Alina, mes parents et mon frère aîné Derek. Ils avaient appelé ça un petit déjeuner en famille, mais la tension palpable me disait le contraire. Alina était inhabituellement silencieuse, sa bague de fiançailles pesant lourdement à son doigt, son regard oscillant entre le mien et celui de ma mère. Mon père s'éclaircit la gorge. « Fils, il faut qu'on parle du mariage. » Je fronçai les sourcils. De quoi parler? Il reste 6 semaines, les lieux sont réservés, Alina a choisi sa robe. Ma mère m'a interrompu. Tu n'es pas prête. Quoi? Tu galères encore, ta petite entreprise ne décolle pas et le mariage a besoin de stabilité. De responsabilité. Alina baissa les yeux. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Tu veux dire que tu penses que je ne devrais pas me marier parce que je ne suis pas Derek? Derek est resté assis en silence, les bras croisés, sans dire un mot. Mais il ne l'a pas nié non plus. Ma mère expira par le nez. Alina a besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un avec un véritable avenir. Tu as du talent, ma chérie. Mais Derek y est déjà. Il est vice-président chez Sabletech. Il a un Pantouse, un plan d'épargne retraite 401K et des options d'achat d'actions. Moi aussi, je construis quelque chose de concret, ai-je rétorqué. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore ta Pax s'engrave l'œil. Mon père a levé la main. Ce n'est rien de personnel. Nous t'aimons. Mais nous savons aussi ce qui est le mieux pour Alina. Et c'est là que j'ai compris. Il lui avait parlé, l'avait convaincue, avait fait pression sur elle. Alina a fini par me regarder. Et je l'ai vu dans ses yeux. Culpabilité. Mais aussi, accord. Je suis désolé. Elle murmura, je pense juste. Peut-être que tes parents ont raison. Je me suis levé. Ce moment n'avait pas besoin de cris. Il n'avait pas besoin de drame. Juste du silence. J'ai retiré la bague que je comptais lui offrir à l'hôtel et l'ai délicatement déposée devant elle. Ce sera le dernier petit déjeuner de famille auquel j'assisterai. Et je suis parti. Pas de sac. Pas un mot. Juste un vent froid dans le dos et un feu qui brûle en moi. Ils me prenaient pour un garçon sans but. Ils étaient loin de se douter que j'allais devenir un homme à la tête d'un empire. Chapitre 2. La disparition que je n'avais pas faite. Je n'ai donné aucune explication. J'ai tout simplement disparu. Le même après-midi, je suis sorti de chez mes parents avec pour seul bagage mon portefeuille et mes clés de voiture. Pas de bagage. Pas d'adieu. Juste le silence brutal d'un soleil auquel il n'avait jamais cru. J'ai conduit. Pendant des heures. À travers les frontières des États. À travers des villes inconnues. Radio éteinte. Pensée en ébullition. Finalement, je me suis retrouvé à contempler l'océan Pacifique depuis un belvédère en bord de route en Californie, le soleil disparaissant à l'horizon comme un rideau. C'est alors que j'ai fait une promesse. Non pas à eux, mais à moi-même. Je ne m'en dirai plus jamais l'amour. Je bâtirai quelque chose de si puissant qu'ils regretteront d'avoir pensé que je n'étais pas à la hauteur. Les années qui suivirent. J'ai commencé modestement. Un bureau en coworking dans un incubateur de start-up. Je nettoyais des bureaux la nuit pour payer des espaces publicitaires la journée. J'ai programmé. J'ai vendu. J'ai échoué. J'ai appris. J'ai changé de cap. J'ai tout appris par moi-même. Image de marque. Logistique. Finance. Marketing digital. Tous les anniversaires manqués. Tous les Thanksgiving passés seuls. J'ai jeté de l'huile sur le feu. Ils pensaient que j'avais sombré dans l'échec. Mais en réalité, je devenais discrètement quelque chose de plus important. 3 ans plus tard, j'ai lancé ma première entreprise, NovaCap, une société de capital risque spécialisée dans le financement de jeunes pousses prometteuses. Au bout de 5 ans, je ne me contentais plus de survivre. J'étais invité à participer à des panels organisés par Forbes. J'embauchais des gens comme Derek en commandait autrefois. Et je restais invisible à leurs yeux. Volontairement. L'ultime effort. Mais le succès ne suffisait pas. Quelque chose brûlait encore en moi. Non seulement la trahison d'Alina, mais aussi la façon suffisante dont mes parents ont traité mon amour,
comme une simple transaction. Comme si j'étais un cas social. Le fil faible. C'est alors que le destin m'a offert une opportunité. On m'a proposé de co-organiser un gala de charité dans ma ville natale. Pas n'importe quel gala. La collecte de fonds annuelle pour la succession se déroulait dans le même country club où ma famille avait fêté les fiançailles de Derek. Soudain, je n'étais plus invisible. J'étais une force anonyme. Et je savais exactement ce que je ferais ensuite. Chapitre 3. La liste des invités. L'équipe organisatrice du gala ne savait pas qui j'étais. Pas vraiment. Pour eux, j'étais simplement Monsieur Reeves, le philanthrope discret qui finançait la moitié de l'événement. Je n'ai formulé qu'une simple demande. Contrôle total de la liste des invités et du plan de table. Personne n'a contesté. L'argent parle. J'ai utilisé des pseudonymes pour les invitations. Le nom de mon entreprise n'y figurait nulle part. Même l'adresse email était fictive. everlight.events sur protonmail.com. Mais les invitations étaient exquises, dorures à la feuille en relief sur papier cartonné ivoire, remises en main propre. L'une d'elles a atterri dans la boîte aux lettres de mes parents. Une autre, au bureau de Derek. Et la dernière, livrée à l'appartement d'Alina, adressée à la main d'une calligraphie impeccable, à l'attention de Madame Alina Walker. Vous êtes cordialement invité au gala de collecte de fonds Legacy, au profit des jeunes défavorisés. Tenue de soirée exigée. Lieu, Bell Ridge Country Club. Date, 21 octobre à 19h. La réaction de mes parents, à distance. J'avais encore des contacts en ville, d'anciens camarades de classe, quelques anciens voisins. L'un d'eux m'a envoyé une photo prise devant la maison de mes parents le jour de la réception de l'invitation. Ma mère resta figée sur le seuil, serrant l'enveloppe contre elle comme si elle était radioactive. Mon père, toujours sceptique, la retourna et marmonna quelque chose. Le voisin avait juré, avait-il entendu dire, que nous n'avions pas été invités l'an dernier. Pourquoi maintenant ? Il l'ignorait encore, mais le gala de cette année n'était pas qu'une simple levée de fonds. C'était le début de leur épreuve. Une scène soigneusement orchestrée. Le plan de table était un chef-d'œuvre de pièges subtils. Mes parents, à la table centrale, face à la scène. Derek et Alina, placés à la table 4, étiquetés « Invités de marque ». De l'autre côté de la salle de bal, ma table, simplement marquée « Bienfaiteur ». Le coup de grâce était déjà porté. Un bref discours, prévu juste avant le dessert, intitulé dans le programme « Hommage à un nouvel héritage ». Discours d'ouverture prononcé par l'invité d'honneur, cet invité d'honneur, moi-même. Le calme avant le feu. À l'approche de la nuit, j'ai répété mon discours, non pour les louanges, non pour les applaudissements, mais pour enfin dire tout ce que j'avais gardé pour moi depuis des années, non avec colère, mais avec précision. Je n'étais pas là pour crier. J'étais là pour leur montrer. Chapitre 4. Le gala commence. Le Bell Ridge Country Club scintillait comme un joyau sous le clair de lune d'automne. Des lanternes dorées éclairaient le chemin qui menait aux marches de marbre. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le hall d'entrée. Des valets en gants blancs ouvraient les portes tandis que les invités arrivaient en robe de soie et smoking sur mesure, ignorant tout de la tempête qui se préparait silencieusement derrière le rideau. L'arrivée. Mes parents arrivèrent les premiers, ma mère vêtue d'une robe de satin bleu marine, mon père dans son smoking démodé. Il jeta un coup d'œil autour de lui, l'air indifférent. Elle, en revanche, scrutait chaque visage comme si elle se préparait à la guerre. Ils furent conduits à leur place avec une grâce assurée. Puis arrivèrent Derek et Alina. Il arborait un sourire suffisant, un bras autour de sa taille. Elle était resplendissante, comme toujours, dans une robe rouge dos nu, des diamants à son poignet. Pourtant, lorsqu'elle entra dans la salle de bal et aperçut mon portrait encadré près de la scène, elle se figea. « Non, impossible », murmura Derek. Elle le savait. Elle savait que c'était moi. Elle n'avait simplement pas encore compris à quel point les racines de cette nuit étaient profondes. Une reconnaissance glaciale. Tandis que les invités discutaient autour des hors-d'œuvre, des regards furtifs s'échangeaient. Alina murmura quelque chose à l'oreille de Derek, ses doigts se resserrant autour de son bras. Il regarda de nouveau ma photo. Une lueur de reconnaissance traversa son expression suffisante, et pendant un instant, sa confiance disparut. Il ne m'avait pas encore vu. Je me tenais derrière le rideau de velours, observant à travers une fente. Assez près pour sentir la tension, assez loin pour la savourer. Mon assistante se pencha et murmura, « 10 minutes avant votre discours, Monsieur Reeves. » 15, dis-je, les yeux rivés sur la table 4. Laissons-les mijoter encore un peu.
Lumière tamisée. À 20h30 précise, la salle s'obscurcit. Un unique projecteur illumina la scène. Le maître de cérémonie s'avança. Mesdames et messieurs, l'invité d'honneur de ce soir est un homme dont la vision, la générosité et la résilience ont transformé des milliers de vies. Accueillons chaleureusement le fondateur et PDG d'Everlight Holdings. Pause. Monsieur Nathaniel Reeves. Des halètements. Des têtes se tournent. Et dans le public, 3 visages se figèrent. Ma mère serra sa chaise. Les lèvres de mon père s'entr'ouvrirent. Mais aucun mot ne sortit. Derek avait l'air d'avoir vu un fantôme. Mais Alina. Les yeux d'Alina s'emplirent de larmes. Elle murmura, je le voyais très bien de l'autre côté de la salle de bal. C'est lui. La promenade. Je suis sorti de derrière le rideau, costume sur mesure impeccable, cravate parfaite. Je n'ai regardé ni à gauche ni à droite. J'ai avancé. Les applaudissements étaient polis mais confus. Ils ne me connaissaient pas. Mais ma famille, elle, l'a fait. Et ce moment, c'était le début. Pas d'un discours. Mais du jugement dernier. Chapitre 5. Le discours qu'ils n'avaient pas vu venir. Les applaudissements s'estompèrent tandis que je m'approchais du podium. Derrière moi, un écran de projection géant s'est illuminé, diffusant des photos de nos missions humanitaires, des orphelinats à Détroit, la reconstruction d'écoles en Virginie occidentale. Projet d'accès à l'eau potable à Flint. Le public les observait avec des sourires chaleureux. Mais je ne les regardais pas. Je regardais la table 4. Derek avait l'air pâle. Alina évitait mon regard. Ma mère n'arrêtait pas d'ajuster son collier. Mon père me fixait comme s'il cherchait une issue. Bien. Commençons. L'histoire d'un garçon qu'ils ont abandonné. Bonsoir, commençai-je d'une voix posée, sur un ton calme. Ce soir, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de seconde chance. Je marque une pause. Mais pour expliquer pourquoi je crois aux secondes chances, je dois vous raconter une histoire. L'histoire d'un garçon qui rêvait autrefois de créer sa propre petite entreprise. Rien d'ostentatoire. Juste un atelier de réparation informatique dans un quartier modeste. Il avait des projets. Il avait du cœur. Et il aimait quelqu'un. À ces mots, Alina se raidit. Mais ses parents lui ont dit, tu n'es pas prêt. Tu cours après des chimères. Et la fille qu'il comptait épouser? Elle l'a quitté pour son frère aîné. Celle qui avait un diplôme prestigieux et une vie parfaite. À présent, le silence régnait dans toute la salle. Même le quatuor à cordes, au fond, cessa de jouer. J'ai pris une gorgée d'eau. Et le garçon a disparu. Il a tout laissé derrière lui. Ses amis. Sa famille. Même son nom. Et il travailla. Il échoua. Puis il travailla encore plus dur. Il a passé des nuits dans sa voiture. Il a mangé des nouilles pendant des semaines. Jusqu'au jour où l'entreprise qu'il avait créée avec $200 est devenue une réalité. J'ai esquissé un sourire. Ce garçon, c'était moi. Des murmures d'étonnement ont parcouru la pièce. Le changement de caméra. Le projecteur affichait maintenant des images avant et après. Mon minuscule studio. Mon premier chèque d'Everlight Holdings. Puis des photos de réunions de conseil d'administration. Des conférences technologiques. Des récompenses. Je ne me vantais pas. Je cherchais simplement à établir un contraste. Ce gars-là. Cette organisation. Tout est né de cette douleur. Né du feu du rejet, nous rendons hommage ce soir à celles et ceux à qui l'on a dit qu'ils n'y arriveraient jamais, et qui se sont malgré tout relevés. J'ai marqué une pause. Mais ne faisons pas comme si ce moment était dénué d'ironie. Car certaines personnes qui m'ont un jour regardé droit dans les yeux et m'ont dit « Tu n'es pas assez bon ». Je me suis tourné vers la table 4. Ils sont là ce soir. Silence de mort. Je vous pardonne. Mais je n'oublie pas. À eux, je dis, je vous pardonne. Vraiment. Vous m'avez appris quelque chose de précieux. Je lève mon verre de champagne. Mais ne vous y trompez pas. Je n'oublie pas. Et je ne retournerai pas à ce qui m'a brûlé. Mon père se leva, visiblement troublé. Ma mère lui lança quelque chose à voix basse. Alina semblait sur le point de pleurer. Je n'ai pas bronché. Le thème de ce soir est la reconstruction. Mais certains ponts, il vaut mieux les laisser en cendres. Une ovation debout. Et une table sous le choc. Quand j'ai terminé, la salle a éclaté en applaudissements. Non pas par politesse, mais parce qu'ils le ressentaient. La vérité. La douleur. La force de survivre. Tout cela était bien réel. Mais la table 4? Ils restèrent figés. Personne ne parla. Personne n'applaudit.
Alina tremblait. Derek fixait la nappe. Ce n'était que le début. Car la suite allait tout changer. Chapitre 6. La sortie silencieuse. Les applaudissements continuaient de tonner, résonnant sur le marbre et les lustres de cristal. Mais pour 4 personnes, c'était un silence pesant. À la table 4, mes parents restèrent figés. Derek serrait les mâchoires comme si elles étaient bloquées par des fils de fer. Alina, les mains tremblantes, finit par lever les yeux. Nos regards se croisèrent. Et pendant une fraction de seconde, je revis la fille que j'avais aimée. Mais cette fille avait disparu depuis longtemps. Ils savent qui vous êtes. En descendant de scène, une foule de donateurs et d'invités s'est approchée de moi. Discours incroyables. Vous nous avez tous inspirés. Vous devriez vous présenter aux élections. J'ai hoché la tête poliment, reconnaissant. Mais du coin de l'œil, je voyais ma famille se lever un à un. D'abord Derek, le visage rouge de colère. Puis ma mère, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Puis mon père, raide et mécanique. Enfin, Alina. Ses yeux étaient humides, mais elle ne dit rien. Ils se retournèrent pour partir. « Laisse-les partir », murmura ma femme derrière moi. Une main douce trouva la mienne. C'était Tamara, ma femme. Forte, brillante. La femme qui m'a aidé à reconstruire, brique par brique. Elle s'est penchée vers lui. « Laisse-les partir. Ils t'ont abandonné il y a des années. Cette fois, ils sortent simplement d'une pièce. » J'ai expiré. Des années de souffrance et de désir se sont effondrées en cet instant. Je n'avais pas besoin de conclusion. Il me l'avait déjà donné. En silence. Le gala se poursuivit sans eux. Tandis qu'ils disparaissaient par les grandes portes de sortie, quelques invités se retournèrent pour chuchoter. Certains les reconnurent. Certains avaient entendu des rumeurs. Mais la plupart s'en fichaient. Car l'histoire de cette nuit-là n'était pas celle de la famille qui avait abandonné son fils. Il s'agissait de l'homme qui, malgré tout, s'est relevé. Et de la femme qui se tenait à ses côtés. Derrière le rideau, une révélation secrète en coulisses. Après avoir repris mon souffle et retiré mon micro, mon assistante me tendit un élégant dossier noir. Voici les derniers documents que vous m'avez demandé de conserver. Voulez-vous le faire maintenant? J'acquiesçai. Dans le dossier, des révocations de fiducie notariées, des testaments mis à jour, des changements de procuration. Le véritable héritage familial, jadis promis à Derek, était désormais réorienté. Vers des centres communautaires. Vers des programmes de bourse d'études. Et à la femme qui est restée quand personne d'autre ne l'a fait. Amara. Chapitre 7. L'héritage qu'il n'avait pas vu venir. 3 jours après le gala, une enveloppe argentée est arrivée sur le perron de mes parents. Livrée en main propre par un coursier en costume noir impeccable. Aucune adresse de retour. Juste un sceau doré estampillé des initiales. Mon père l'ouvrit le premier. Ma mère se tenait derrière lui. Derek, au téléphone, aboya, « C'est quoi encore ce bordel ?» Ils déplièrent la lettre et lurent des mots qui allaient anéantir leur vision du monde. À compter de ce jour. Monsieur et Madame Langston ainsi que Monsieur Derek Langston, je vous écris pour vous informer des modifications apportées à la fiducie familiale Langston et à la structure de planification successorale à compter de cette année civile. Au début, c'était un vrai casse-tête juridique. Puis ce fut le coup de tonnerre. Avec effet immédiat, le patrimoine Langston et ses actifs commerciaux associés, précédemment attribués à Derek Langston par accord verbal, sont réaffectés. Tous les dons caritatifs, les projets philanthropiques et les avoirs en capital sont désormais sous le contrôle d'Ethan Langston, le sous-signé, en sa qualité de fiduciaire et principal actionnaire. Signé. Scellé. Final. Plus de legacy sont. Toutes les familles parlent. Derek perpétuera notre nom. Tu n'es qu'un second choix. Tu as choisi l'exil. Il ne leur reste plus que des cendres dans la bouche. Ils avaient misé sur Derek. Mais j'avais construit tout ce dont ils avaient rêvé. Et bien plus encore. Et j'y étais parvenu sans eux. De retour au ranch. Pendant ce temps, assise sur la terrasse de mon ranch du Colorado, je regardais Amara nourrir les chevaux. Le soleil se couchait derrière les rocheuses, embrasant le ciel. Mon téléphone vibra, 3 appels manqués. Tous de maman. Je l'ai mis en sourdine. Puis j'ai consulté mon agenda. Prochaine étape, réunion du conseil d'administration concernant la bourse d'innovation Langston. Conférencière invitée, Amara Langston. Un nom qu'ils n'auraient jamais imaginé l'avoir porté lorsqu'ils ont lu le communiqué de presse une semaine plus tard.
Amara Langston présidera le comité de réforme de l'éducation. Ça a dû faire mal. Cette même femme qu'ils avaient autrefois reléguée au second plan dans mon passé portait désormais le nom de famille. Mais par choix. Ni pression, ni culpabilité, ni manipulation. Un dernier rebondissement. Ils pensaient avoir choisi le bon fils. Mais en choisissant Derek, ils ont perdu tout ce qu'ils pensaient gagner. Influence, argent, héritage, contrôle. Et en tentant de détruire mon avenir, ils se sont assurés que je n'aurais jamais besoin d'eux. Épilogue. Le siège restait vide. 1 an plus tard, j'ai organisé un dîner privé pour l'anniversaire du gala de charité. Pas un événement pour 1000 personnes cette fois-ci. Une douce soirée dans mon domaine viticole, illuminée par des guirlandes lumineuses, bercée par le doux écho du jazz résonnant entre les colonnes de pierre. Des amis proches. Des partenaires de confiance. Amara était à mes côtés. Il y avait une place vide à la longue table en chêne. Une carte de visite y était apposée. Réservée. Famille Langston. Placée délibérément. Laissée intacte. Un doux souvenir. Certains de mes invités m'ont demandé à voix basse, « N'était-ce pas pour vos parents ?» J'ai acquiescé d'un demi-sourire. Ils auraient pu rester là toute leur vie, dis-je. Mais ils ont choisi quelqu'un d'autre. Sans amertume. Aucune colère. Juste une vérité enfin exprimée sans douleur. Derek ? On n'en avait toujours aucune nouvelle. Le mariage de Derek n'a pas duré. Même pas 2 ans. Il avait essayé de monter une entreprise grâce aux anciens contacts de son père, mais sa réputation, après le gala, a rendu les investisseurs méfiants. Même les journaux de notre ville natale ne publiaient plus son nom. Je ne jubilais pas. Je ne regardais même pas. J'étais tout simplement passé à autre chose. La lettre de mon père. 1 mois avant ce dîner, j'ai reçu une lettre manuscrite de mon père. Tu as toujours été le fils le plus discret. Nous pensions que le silence était synonyme de faiblesse. Nous n'avions jamais compris qu'il était synonyme de force. Il n'a pas demandé pardon. Juste de la compréhension. Je n'ai pas répondu. Certaines blessures ne sont pas faites pour être rouvertes. Elles doivent simplement rester là où elles doivent être. Dans le passé. Le murmure d'Amara. Ce soir-là, tandis que nous terminions nos verres et que les vignes ondulaient sous le vent de la montagne, Amara me toucha le bras et murmura « Tu l'as fait, Ethan ». Sans me laisser aller à leurs pensées, je regardais de nouveau le siège. Toujours vide, vacillant à la lueur des bougies. Et je le savais. La vengeance ne m'avait pas guéri. S'éloigner avait-il un sens ? Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée ? Ou la tempête aurait-elle dû faire rage davantage ? Donnez votre avis ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous la regardez. Aimez la vidéo si vous aspirez à la justice et partagez cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à Lorenz Story car ici, les trahisons ne dorment pas. Ils traquent leur maître. Chaque ombre dissimule un règlement de compte. Chaque masque se brise. Et chaque trahison a ses conséquences. Restez vigilants. Restez inébranlables. Restez à l'écoute.